Merci Somaya, merci beaucoup. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai... C'est formidable la variété, parce que c'est Didier, évidemment, Barbelivier, qui a écrit ça. Bon, on peut se moquer de ces petites chansons. Certains s'en moquent en tout cas. Moi pas. Je les adore. Moi aussi. Et j'adore. Je les connais par cœur. Mais tout le monde les adore. Et c'est la France. Les intellos de gauche n'aiment pas trop ça, mais donc, tant pis. En fait, vous n'avez rien. Plus ça va. Tant pis pour eux. Je veux dire, plus ça va, moins vous faites attention. Hein. Je comprends pas. Enfin, on peut être de gauche et aimer la chanson populaire, la variété. J'adore la variété française. Non, je n'écoute que ça dans la voiture. Mais je suis d'accord. Mais d'abord, vous avez raison, on peut tout, mais tout. La manière dont les films que vous aimez, les chansons que vous écoutez, jusqu'à la manière dont vous vous habillez, et rien ne rappelle l'homme de gauche chez vous. Par contre, donc je me demande pourquoi vous êtes de gauche et vous dites même que vous êtes gaulliste. Ah oui, je suis gaulliste. Oui. C'est pas vraiment une marque de gauche d'être gaulliste. Mais De Gaulle transcendait les clivages. Oui, quand il tranche. De Gaulle méprisait la droite. Il détestait l'argent, il détestait la droite. Mais l'argent, attendez, la droite, c'est sur la droite. Mais la droite, c'est pas l'argent. De Gaulle était au-delà de la gauche et de la droite. Par-delà le bien et le mal. Mais la droite, c'est pas l'argent. C'est des phrases du général. Il était pour la société de marché, pour l'économie de marché. C'est pas la droite, la France. C'est pas la gauche, la France. De Gaulle, c'est une tirade extraordinaire. Mais il a raison. J'ai été élevé dans le culte du général. Mais il a raison. Oui. Mais il est quand même pour l'économie de marché, il est pour l'autorité, il est pour la famille. Moi, je suis comme Jospin, pour l'économie de marché, mais pas pour la société de marché. Et oui. C'est vrai qu'il était pour une troisième voie en matière économique. Il avait beaucoup de mépris pour la droite bourgeoise qui lisait le Figaro et qui voulait continuer à dîner en ville à tout prix. Exactement, c'est ce qu'il avait dit au moment c'est la droite pétainiste. Et il a reproché en 68 à Pompidou de ne pas avoir assez fait de social, si j'ose dire, parce que les événements lui ont sauté à la figure. Il s'occupait beaucoup de l'international. Et en 68, d'après ce qu'on peut lire, moi j'ai lu beaucoup sur De Gaulle, il a reproché à Pompidou, qui lui était vraiment conservateur. J'aimais beaucoup Georges Pompidou, immensément respectable, mais qui était lui de la droite classique, de la droite traditionnelle. Moi je suis pour David et Jonathan. Bon, oui, voilà. Bon, enfin, vous êtes un peu schizophrène. Pas du tout. Un petit peu. Mais non, alors, mais j'aime Mozart aussi. Mozart, j'aime Vivaldi. Oui, on ne peut pas dire de gauche, de droite. Non, mais quel est le rapport? Parce qu'on a l'impression que quand on aime les choses populaires, la chanson populaire... Non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. Je dis que tous les signaux qui sont envoyés de votre personnalité marquent plutôt un homme de droite. Mais pas du tout. Un petit peu quand on est gaulliste. Je regardais mon passé, ma carrière, mon engagement. Vous êtes avocat, chef d'entreprise. Chef d'entreprise Non, mon père était chef d'entreprise. Oui, donc vous êtes... Non, moi je suis avocat et j'ai été socialiste. Ça tient aussi que la gauche officielle aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la gauche historique. Tout, mais moi, et puis comme c'est la fin de saison, que c'est l'occasion d'abord de vous saluer, de vous remercier, d'être avec nous. Et je pense que les gens apprécient que vous soyez avec nous. Je ne sais pas, parce que je reçois beaucoup de messages de gens de droite qui ne sont pas très contents que je sois là. Donc... Les gens de droite, mais incroyable. Hier matin, j'ai été apostrophé par une dame. Oui. Mais agressé par une dame rue Royale. Elle s'approche de moi avec des yeux comme ça, comme des revolvers. Elle me dit... Je vous déteste. Je vous déteste. Vous me dégoûtez. C'est sympathique. Bonjour madame. Oui, non mais... Comment vous pouvez dire des choses pareilles? La gauche, l'immigration. On n'a pas assez d'arabes en France. Je dis, écoutez madame, calmez-vous. On va pas... Non, mais... En plus, elle a été de l'Isère. Donc alors... elle était de l'Isère, comme moi. Et elle avait les yeux revolver. Les yeux bleu glacier comme ça, revolver. Mais elle n'a pas chanté, rassurez-moi. Elle n'a pas chanté, elle n'a pas dit, elle n'a pas les yeux revolver. Terrible. Et alors, qu'est-ce qu'elle écoute ce matin? Je la salue d'ailleurs. Très calme. Elle me dit en plus, vous ne vous énervez jamais. Vous êtes toujours très calme sur les plateaux de Pascal Praud. Je dis oui, je suis calme, mais je maintiens mes positions. J'étais très calme avec elle. Je sens que ça l'énervait encore plus que je sois calme. Bon, la droite la plus bête du monde, disais-je. Monsieur Attal a pris la parole. On va l'écouter dans une seconde. Mais je crois que Jean-François Copé, ce matin, a dit quelque chose d'intéressant, Thomas Bonnet. Il disait qu'il trouvait que Gabriel Attal était de plus en plus à droite. Mais comme lui est de plus en plus à gauche, ils vont se croiser. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais c'est intéressant, le chemin des uns et des autres. Mais il le regrettait. Il semblait le regretter. Il faudrait explorer ce qu'il a dit plus en détail. J'ai pas sur BFM. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a André Vanini qui nous martèle qu'il est de gauche, qu'il est de gauche.
On a là Gabriel Attal, Jean-François Copé qui sont en train de se donner des marqueurs de gauche et de droite. Moi, je ne crois plus qu'on soit du tout dans cette situation-là aujourd'hui. Il faut bien comprendre l'espace médiatique. Jean-François Copé, il était aux oubliettes. Le fait de se positionner comme il se positionne fait qu'il a une nouvelle tribune. Et c'est pour ça qu'il l'a. C'est-à-dire qu'il est invité partout parce que c'est l'espace médiatique adore les gens de droite qui sont de gauche. Ils adorent ça. Donc, et en tout cas, qui penchent un peu à gauche. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt personnel, parfois, qu'ont les uns et les autres, au-delà des convictions, qui disent « Ah, tiens, en marketing, c'est pas mal d'avoir ce positionnement. » Donc, tu te positionnes, mais uniquement pour les médias, parce que son livre n'a pas été un franc succès. Hein, je pense qu'il n'en a pas vendu beaucoup. Mais dans l'espace médiatique, c'est une stratégie marketing, et tu fais comme ça. Ben, pourquoi pas, il joue sa carte, moi je ne lui reproche pas. Il est venu ici, on avait passé un bon moment. On l'a chaleureusement reçu. Et vous ne pensez jamais qu'il pourrait avoir un peu de sincérité dans ce qu'il dit, non ? La sincérité de certains... Vous pensez que franchement, il vient sur un débat politique avec un livre pour retrouver des médias. Vous croyez que c'est suffisant comme motivation ? Je vous assure, je suis en défiance totale sur les hommes politiques. Totale. Et il n'y en a plus un quasiment que je crois. Voilà. Donc ça, c'est triste, ça. Oui, c'est triste. Bah, comme beaucoup. Mais, alors, j'exagère. Il y en a quelques-uns. Je pense que, par exemple, David Lisnard a des convictions. Je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon a des convictions. Je pense que des gens à gauche, parfois... Bruno Retailleau a des convictions. Bruno Retailleau a des convictions. Voilà. Éric Zemmour a des convictions. Éric Zemmour a des convictions. Vous voyez, bien ils sont nombreux quand même. Oui, bien sûr. Mais ceux dont on parle, là, comme ils ont changé... C'est vrai que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, il sera sur l'antenne de CNews mardi. Laurence pourra l'interroger. Forcément, quand tu dis « je ne vais pas travailler avec Édouard Philippe » et qu'un an plus tard, tu dis « je vais travailler avec lui », tu peux t'interroger. C'était vrai aussi pour Bruno Le Maire, qui avait eu des mots très durs sur Emmanuel Macron, et puis après, il va travailler avec lui. Donc forcément... Un mois d'intervalle. Bon, forcément, après, ça interroge. Ça, en l'occurrence, c'est l'histoire de la vie politique. Bon. Je pense qu'on a Thomas Bonnet. beaucoup, hein. Oui, c'est l'histoire de la vie politique, mais bon... Certains plus que d'autres, quand même. Thomas Bonnet est avec nous, je le dis, il est 9h38, vous êtes sur Europe 1. Si vous arrivez à l'instant, je vous rappelle nos invités, Rachel Kahn, Georges Fenech, André Vallini, Joachim Le Floch-Imad et Thomas Bonnet. Alors là, on va écouter par exemple Gabriel Attal. Gabriel Attal, il dit que tout est acheté depuis 40 ans. Mais qu'il le dise quand il était Premier ministre, il dit rien ne marche, il faut tout changer, etc. Il faut changer le logiciel. C'est marrant d'ailleurs, parce que maintenant on est sur cette ligne-là, il faut tout changer. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Il a été inspiré par quelqu'un, peut-être. Mais non, non je n'irai pas jusque-là. Écoutons Gabriel Attal. Je dis depuis le début de cette campagne que l'enjeu de cette élection, ce sera de savoir si on prolonge un système politique, économique, institutionnel, qui depuis plusieurs décennies est en échec. Vous trouvez qu'il fonctionne le système politique en France ? Vous trouvez qu'il fonctionne le système économique en France ? Vous trouvez qu'il fonctionne le système institutionnel en France ? Bah moi pas. Et donc il faut assumer de vouloir changer et rompre avec ce système. Et moi pour ça, j'ai choisi une voie qui est de porter un projet positif pour les Français, se fixer un objectif de redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans pour que les Français se disent que leurs enfants, leurs petits-enfants pourront avoir une meilleure vie que la leur parce qu'on se battra sur l'école, sur les salaires, sur les frontières et sur l'IA. Voilà, d'autres ont d'autres projets. Et moi, mon objectif, c'est pas de collectionner autour de moi ceux qui ont été ministres depuis 10 ou 20 ans. C'est plutôt de construire la France de dans 10 ans et dans 20 ans. Bon, vous n'aimez pas Gabriel Attal ? Non, mais je trouve qu'il est un peu ingrat. Enfin, c'est peut-être son âge, encore jeune, qui veut ça. Mais le système politique, il en est issu directement. Quelle ascension fulgurante il a eue grâce au système politique dont il dit maintenant qu'il faut l'abolir, le remplacer. Oui. Non, mais ce que je constate, Joachim Le Floch-Imad, la faillite de la classe dirigeante est tellement totale que le dégagisme est devenu un point de passage obligé de la totalité des discours politiques aujourd'hui. En l'espèce, Gabriel Attal a quand même été en cabinet ministériel pendant 5 ans sous François Hollande. Il a occupé tous les postes possibles et imaginables sous Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il parle quasiment comme s'il était un dissident. C'est un peu celui qui a vécu des décennies notaires et qui se réveille du jour au lendemain révolutionnaire. Je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup auprès des Français, même s'il a des qualités et un vrai sens politique, ça on ne peut pas lui retirer. Il faut une impunité zéro, a-t-il dit ce matin dans Le Parisien. Il faut une impunité zéro pour ceux qui gèrent notre budget. Les ministres et les directeurs d'administration centrale qui n'auront pas tenu leur budget devront quitter leur fonction. Mais il va pas rester grand monde. Hein. Mais non, mais surtout, si Emmanuel Macron lit cette phrase, mais c'est terrible. Pas totalement impossible que ça le vise un peu d'ailleurs. Non, en fait, ils sont radioactifs parce qu'ils ont travaillé. Bien sûr. Pas que lui, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour Édouard Philippe.
avec Emmanuel Macron. Ouais. Bon. Le bilan n'est pas bon. Donc, ils vont absolument vouloir... Cliver. Oui, et puis s'échapper d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est Bruno Le Maire qui vient nous dire comment faire des économies après avoir fait 1000 milliards de dettes. C'est Édouard Philippe qui nous dit qu'il va être un homme de droite après avoir cédé face aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est Gabriel Attal qui nous promet une règle d'or budgétaire après avoir été ministre du budget, Premier ministre, et en effet avec un bilan qui n'est pas bon. Donc en effet, c'est très peu audible. Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était ministre de Jacques Chirac, ensuite avait réussi à s'émanciper un peu du bilan de Jacques Chirac. Mais c'était déjà pas très simple. Mais là, le bilan est tellement mauvais qu'ils vont tous être à la lessive. Entre ce qui se passe... Vas-y, Rachel, pardon. Non, mais c'est simplement que, en fait, le problème, c'est qu'on est dans une séquence vraiment désastreuse où on a l'impression que le seul programme, c'est la carrière politique. Voilà. Et c'est ça qu'on ressent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vrai de tout le monde. J'ai cité David Lisnard. Non, mais là, il y a des personnes qui ont une idée pour la France. Je suis d'accord avec vous. Bruno Retailleau et David Lisnard à droite ont une idée, et puis Jean-Luc Mélenchon aussi à gauche. Je suis tout à fait d'accord. Bon, voilà. Et puis Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est-à-dire que c'est un peu plus flou peut-être, parce que il y a des programmes qui vont un peu à droite, un peu à gauche, notamment sur la retraite, sur l'économie. Bon, les convictions sont plus larges, pour David Lisnard, ou plus nombreuses. Pour David Lisnard, il a en plus le terrain. Donc c'est quand même un homme qui fait des choses pour sa ville, etc. Après, là, le sujet avec Gabriel Attal ou Édouard Philippe, c'est qu'on sent tellement la ficelle de vouloir cliver par rapport à Emmanuel Macron. On est plus dans des choses sur la réparation de ce que eux-mêmes ils ont fait. On n'est pas dans une vision politique. On est comment on va réparer ce que nous avons fait. Voilà. Mais n'écoutez pas ce qu'ils disent, comme disait l'autre, et regardez ce qu'ils ont fait. Oui, c'est tout. C'est tout. On sort de 10 ans de paroles avec un homme qui était remarquable dans cet exercice, mais qui a anesthésié la France, qui a endormi la France, qui a séduit la France, mais qui, à l'arrivée, n'a pas fait. N'a pas fait la réforme de l'État, n'est pas entré dans tous les sujets dans lesquels il fallait entrer. Et la France est en difficulté. C'est pour ça que maintenant, elle a besoin d'un bâtisseur, elle a besoin d'un faiseur, elle a besoin de quelqu'un qui mette les mains dans le cambouis. Mais qui ? À qui, j'en sais rien. J'ajoute que, pour reprendre ce que disait Rachel, entre les macronistes qui font tout pour se détacher, se démarquer d'Emmanuel Macron, au risque de déplaire à ceux qui restent fidèles à Emmanuel Macron, il y a quand même encore 20 ou 25% de Français qui font confiance à Macron. Donc entre Philippe et Attal, qui ne cessent de se démarquer de Macron, entre la droite qui s'entretue, le PS qui s'entretue, on aura vraiment tout fait pour faire gagner le RN. Hein. Oui. On fait tout pour les faire gagner. S'ils ne gagnent pas l'année prochaine, ils ne gagneront jamais. Écoutons Jean-François Copé qui s'est exprimé ce matin chez nos confrères de BFM. Ça fait plusieurs mois que Édouard Philippe jalonne un certain nombre d'idées que je crois essentielles autour du rétablissement de l'ordre dans ce pays, l'ordre dans les comptes. Et l'ancien ministre du Budget ne peut pas vous dire à quel point il attend ça. Et puis deuxièmement, l'ordre dans la rue, l'ordre aux frontières, l'ordre à l'école. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, il faut incarner le progrès, parce que la droite, elle n'est pas réac. La droite, elle est attentive au progrès économique, parce qu'il faut des entreprises qui soient fortes. Progrès social, parce qu'on a un modèle social qu'on doit sauver, donc réformer. Progrès environnemental, parce que ça suffit de laisser les gauchistes dire n'importe quoi pour préserver l'environnement, alors qu'il y a tant à faire. Et puis aussi scientifique, on n'est pas des anti-vax. Vous voyez, ça c'est formidable. Tout ce qu'il vient de dire, on est à 100% d'accord avec lui. On est à 100% d'accord. Il n'y a même pas de discussion. Mais on sait qu'il ne le fera pas. Donc c'est formidable, puisqu'il a été, ils t'ont mis dans le mur. Donc pourquoi les croire ? Puisqu'il ne le fera pas. Je pense à Bruno Retailleau, je me dis, ça compte en temps de parole LR ? Oui. Là, son temps de parole, c'est du temps de parole LR. Oui, mais ce qu'il dit, Bruno Retailleau... Il dit tout le bien qu'il pense d'Édouard Philippe, mais il ne le soutient pas encore. Oui, mais parce qu'il veut le faire à un moment pour embêter encore plus Bruno Retailleau. Parce qu'il pense, à tort ou à raison, que Édouard Philippe est un meilleur cheval, si j'ose dire. Oui. Qu'il le dise clairement et qu'il le rallie. Qu'est-ce qu'il dit dans un an ? Je veux être ministre. Non, mais qu'il le dise clairement maintenant, parce que là, il est encore officiellement, il est encore LR. Ministre dans un an. Non, mais il peut déjà rallier Édouard Philippe, il va à son meeting de donc lui, ce qu'il veut, c'est... Donc vous allez tous les revoir, ça fait un peu vieux chevaux. Il y aura Nathalie Kosciusko-Morizet aussi, d'ailleurs. Mais ils vont tous revenir. Elle soutient Édouard Philippe. Ils se disent, on n'a plus les postes depuis 20 ans. Ils sortent des boîtes. Mais moi, j'ai rien contre ce qu'ils disent. Mais ils l'ont eu, le pouvoir.
Et ils n'en ont rien fait, ou ils ont mal fait. Et aujourd'hui, ils t'expliquent qu'il faut faire l'école, tout ça. Moi, je suis d'accord avec lui, mais et sur les gauchistes, sur les... tout ça, on est tous d'accord, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne le feront pas. Ah là là là. Parce que il n'y a pas là là. Il n'y a pas là là. Il n'y a pas là là. Quelle caricature. Chat échaudé Mais craint l'eau écoutez, froide. mais Ils ont rien fait. chat échaudé craint Voilà. l'eau froide. Vous reparlez du chat encore. il y a un Pascal, oui. Mais vous avez ce que je dis là, tout le monde pense à peu près. Mais Bah, tous les gens qui sont devant nous, ils se disent voilà, bon. On peut avoir S'il faut repartir en 2027 avec des gens que. on peut avoir de l'ambition politique. Oui, mais on peut avoir surtout Vous du dites, courage. vous transformez ça en courage. carriérisme. Mais on peut avoir de l'ambition pour son pays. Oui, il y a aussi un peut. passif. Moi, je me souviens d'Édouard Philippe déclarant au Conseil des ministres en 2018 qu'il n'y avait pas de demande d'autorité dans le pays. Donc, je trouve ça un peu fort de la part de Jean-François Copé de déclarer qu'il s'apprête à rejoindre Édouard Philippe sur cet argument du retour de l'ordre dans le pays. Bon, C'est un peu les sondages. contradictoire. Les sondages. Il y a au premier tour de la présidentielle, vous êtes sûr de voter pour. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Sondage. Est-ce que vous savez par exemple pour qui vous allez voter On ne connaît pas les candidats. C'est pas faux. C'est pas faux. Si Hollande est candidat au premier tour, je vote pour Hollande, évidemment, en souhaitant qu'il soit au deuxième tour et qu'il Je pense reprenne en main les que vous destinées de la votiez. France. Oui, je suis d'accord, mais je vous ai posé la question hier, où il en est, parce que ce courant, je pensais que son intelligence, son attend que les expérience... choses- Oui, mais il attend que les choses se décantent un peu, parce qu'actuellement, il y a une guerre intestine au sein du PS et entre le PS et Glucksmann. Donc tout ça va... Il attend que ça va décanter. il attend que Glucksmann soit mis de côté, en fait. Oui, écoutez, ça, l'idée, franchement, s'il n'arrive pas à éliminer Olivier Faure et Glucksmann, franchement, François Hollande, il me fait de la peine. Attendons l'automne. Voilà, il est quand même il est meilleur meilleur candidat que ces deux personnages-là, me semble-t-il. Bah oui, largement. Bon, donc 12% au premier tour de l'élection présidentielle, 12% des gens sont sûrs de voter pour Jordan Bardella, c'est le score le plus haut. 7%, il y a une vraie différence avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 6%. Alors c'est curieux comme sondage, il y a que 6% des Français qui sont prêts de... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une grande volatilité du vote et que ce que disent aujourd'hui les Français peut être amené à changer. C'est ça que ça veut dire et c'est très instructif, je pense, pour la campagne. Bon, Emmanuel Macron a remis ses lunettes de soleil et il a présidé ce jeudi une réunion de lutte contre le narcotrafic à l'Élysée. Le chef de l'État a déclaré que le trafic de drogue continue de progresser chaque jour. Non, mais la question, c'est la Peut souveraineté. intervenir. Oui, ben, Peut-être intervenir et peut-être prendre des lois d'exception. Oui. Peut-être. C'est quand le Conseil d'État, l'autre jour, je faisais le Conseil d'État, je crois, on avait imaginé que les narcotrafiquants leur volaient leurs biens. On leur volait leurs... C'est des saisies. On leur confisquait On leur confisquait leurs biens. Le Conseil d'État a dit non. Oui, mais c'est dommage parce que provisoire. ça existe en Italie. Oui. Je suis allé, moi, sur place quand j'étais au Conseil de l'Europe. André Valine. J'ai fait un rapport sur la confiscation des biens d'origine criminelle, des avoirs criminels. Ça marche très, très bien en Italie. Ils confisquent les biens des mafieux, des trafiquants de drogue, les Maserati, les Ferrari, les villas de luxe, enfin, les bijoux. Ils confisquent tout. Ils les revendent. Et si par extraordinaire, ça arrive de temps en temps, c'est rare, si par extraordinaire le type est acquitté, on le rembourse. Mais ça arrive très rarement. Ce qui fait que l'État ne perd pas de temps et empoche comme ça, et tant mieux pour l'État italien, des centaines de millions d'euros. Écoutez le président de la République sur ce sujet grave. Le narcotrafic continue de progresser chaque jour et est véritablement un marché criminel qui pèse plus de 7 milliards d'euros par an et qui, on le sait, alimente la délinquance criminelle. Elle l'alimente dans nos quartiers, dans nos territoires ultramarins et chez beaucoup de nos voisins. C'est pourquoi il ne faut absolument pas lâcher cette action. D'abord, poursuivre les actions de terrain, mobiliser pleinement nos services, on y reviendra. Et je veux vraiment qu'on ait là, dans la priorisation de ce que font nos services de renseignement, une action renforcée sur le narco. L'action de la police, de la gendarmerie, en lien avec le continuum de sécurité, évidemment les polices municipales, et évidemment l'action justice derrière pour traquer partout sur le terrain et ne laisser aucune tranquillité, aucun répit à qui que ce soit. Là encore, les mots ils sont parfaits. Mais il ne s'agit pas des mots. Il
Il s'agit de voir les actions sur le terrain. La question est celle de la capacité à passer du diagnostic à l'action, parce que le diagnostic que le président de la République formule, on l'a fait plateau après plateau. On sait déjà qu'il y a à peu près 79% des communes françaises qui sont touchées par le narcotrafic. On sait qu'il y a 7 milliards de chiffre d'affaires. On sait qu'il y avait une commission sénatoriale il y a presque 2 ans où des magistrats nous avaient expliqué qu'on était en train de perdre la guerre. Le fait est que la guerre n'a pas été menée et que ce qu'Emmanuel Macron décrit là, c'est son propre bilan aussi. Non, mais là, il y a autre chose qui est dit. On a beaucoup parlé d'espace, de la souveraineté, parce que c'est une question de souveraineté, ces histoires de narcotrafic, ils grignotent le territoire. Mais là, maintenant, c'est le temps. Ça veut dire qu'en réalité, cette souveraineté, on court après eux, on est toujours en retard. Le temps et l'espace. Non, mais Rachel a raison, on a un temps de retard sur les narcotrafiquants qui sont maintenant d'une sophistication dans leur organisation incroyable. Mais Joachim Le Floch-Imad, on ne peut pas dire que rien n'est fait, que rien n'a été fait. Nicolas Bessonne, le procureur de Marseille, explique régulièrement lors des points de presse qu'ils ont démantelé des réseaux, ils arrêtent des narcotrafiquants. Ça continue, ils vont plus vite, ils sont plus forts, mais ne dis pas que rien n'est fait, c'est pas vrai. La police fait un travail considérable. J'ai dit qu'on n'avait pas fait suffisamment. On a créé un parquet national. On peut dire que rien n'est fait, que tout va mal, c'est pas vrai. La police agit, la justice agit. Pensez aussi que lorsque vous dites ça, aux policiers, aux magistrats... Il y a des fonctionnaires qui font un travail exceptionnel. Le fait est que les résultats ne sont pas suffisamment au rendez-vous et qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Vous fassent venir les policiers, ils te disent on défait un point de deal et 2 heures après il est remis. Mais parce qu'on ne prend... Vous ne voulez pas entendre qu'il faut des mesures radicales. Radicales. C'est simple. Prison de haute sécurité de Darmanin. Mais ça va au-delà. Le dealer qui deal, il est pris 10 ans. Boum. Et vous irez... Et le consommateur. Et le consommateur, pourquoi pas. La seule chose que je dis, André, c'est qu'à dynamique actuelle, on va vers le point de non-retour. Je ne dis pas que rien n'est fait. Non. Je marque un temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de passation de parole. Je marque un temps et je salue Thomas Hill, qui a repris la parole. Et c'est ça la difficulté, André, et je comprends que ça vous heurte, puisque c'est des peines d'une sévérité inouïe. Il faut que, d'ailleurs, le président de la République, il a raison, on va l'entendre sur les consommateurs. Mais les consommateurs, faut être sans doute sans pitié. Exactement. Mais c'est pas des années. Oui, non, vous êtes sur les consommateurs. Vous avez beaucoup de pitié. Vous dites 500 €. Faut les mettre en prison. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors on considère que c'est pas essentiel. Faut être cohérent. Ou vous considérez que la cocaïne est un drame absolu, que ces gens ont du sang sur les mains. Et comment dire? Bon, si vous considérez ça, vous les mettez en taule. Et le premier qui l'a dit, c'est Dupond-Moretti. Les consommateurs ont du sang sur les mains. Vous les mettez en taule. Non, on ne les met pas en prison. On les soigne. Eh bien, continuez. Il faut les sevrer, les soigner, les verbaliser. En Corée du Sud, ils mettent les consommateurs en prison. Mais c'est peine de mort. Mais en Corée du Sud, pas Corée du... Mais vous... Mais non. Ce qui n'est pas sérieux, c'est le narcotrafic sur le terrain. Vous savez combien il y a de consommateurs en France? Mais je m'en fiche. Il faut qu'on soit à peu près 5 millions de places de prison. Si je vous suis... Bon, c'est un peu alors, Bukele à côté, c'est un... Bukele à côté... Commencer le chantier assez... Alors, on va dire que la première fois... On va dire que la première fois... on va dire que la première fois... Rien. Ah si. Rien. Ah non. La première. La deuxième fois, une amende, si vous voulez. Et la troisième fois que tu es pris, boum. On va le dire comme ça. N'oubliez pas que le vrai toxicomane, c'est à la fois un délinquant, certes, mais c'est pas aussi quelqu'un qui a une addiction et qui a une maladie. Si on considère à ce point que la drogue est un drame, si on le considère, il faut être cohérent.